à vous tous, à vous toutes. On est ravis d'être ici à Reims. Pour moi, c'est une deuxième fois. J'étais venue il y a très très longtemps pour un médecin qui n'est plus là aujourd'hui pour sa nomination. Donc je suis un petit peu émue, je pense à lui aujourd'hui. Et voilà, on est très heureux, comme d'habitude, de se joindre à vous pour cette journée d'échange avec un thème, c'est vrai, qui est fondamental, comme on l'a dit. Je voulais dire que si vous aviez d'autres questions que ce thème en particulier, on aura le temps d'échanger sur la recherche, si vous le souhaitez, sur d'autres questions que vous auriez. Donc on va se focaliser sur ce thème qui a été choisi par les personnes qui ont organisé cette journée. Et on va introduire cette table ronde par une courte présentation que je vais démarrer, qui sera ensuite poursuivie par le professeur Pietremont et ensuite par le docteur Alexandre Lourdel. Et à partir de là, ça va faire à peu près 10-15 minutes, mais on aura 30 minutes pour échanger avec vos questions. Et les questions peuvent être adressées aussi à des personnes qui ne sont pas sur cette scène. Je pense à Christine Poitou, Fabien Moore, les représentants des autres sites du centre de référence, Sophie Sabal, mais Sophie, elle participera tout à l'heure, et Céline aussi. Voilà. Donc je vais prendre peut-être la première diapositive pour faire le point. Alors c'est souvent des questions, c'est vrai, l'organisation des soins pour les personnes présentant une maladie rare en France. C'est pas forcément si évident parce que ça s'est complexifié. C'est toujours l'histoire, vous savez, les millefeuilles, on rajoute. Et au bout d'un moment, on ne sait plus, mais pourquoi il y a ça et pourquoi il y a ça en même temps que, voilà, la question de la place et de pourquoi on a organisé de cette façon. Donc on va passer la prochaine diapositive. Donc, organisation des soins qui, pour moi, parce que j'y ai beaucoup participé dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé au ministère de la Santé pour essayer de faire entendre la voix d'en bas, du terrain, comme on dit, pour dire l'organisation des soins, c'est indispensable, c'est nécessaire pour pouvoir donner des soins de qualité, pour optimiser les soins, comme on dit. Et donc, j'y crois. Il ne faut pas balayer ça d'un revers de main en disant « oui, ça c'est de l'administratif ». Certes, et c'est une partie importante de notre activité, malheureusement, le côté administratif, mais ça donne un cadre. Et ce cadre-là, ensuite, c'est à nous de le remplir avec les possibilités que nous avons, bien sûr, parce qu'on est toujours limité, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Mais en tout cas, ça donne ce cadre, ça donne un peu de financement. Et après, toutes les bonnes volontés, l'engagement et l'enthousiasme font le reste. Donc, si je peux, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, c'est quoi l'histoire? Je vais un peu m'éloigner. L'histoire, c'est les différents plans nationaux maladies rares. Le premier, en 2004, qui a permis de labelliser des centres de référence, 134 au départ. Vous verrez qu'on est à 5 fois plus aujourd'hui, donc voilà, ça a démarré de 2004 à 2009, la labellisation des centres, avec un objectif, améliorer l'accès aux soins et au diagnostic. C'était écrit comme ça dans le plan national maladies rares numéro 1. Ensuite, en 2008, vous voyez, le plan numéro 1 n'était pas terminé. On s'est rendu compte que d'avoir des centres de référence de 3 endroits en France où on était censé accueillir les personnes présentant ces maladies, ce n'était pas suffisant. Donc on a fait des centres de compétences, je vais y revenir, qui n'ont pas été faits de manière labellisation particulière, mais qui ont été faits dans le cadre d'une organisation régionale. Et à l'époque, en 2008, il n'y avait pas encore les agences régionales de santé, c'était les ARH. C'était les agences régionales d'hospitalisation avec lesquelles j'ai pas mal travaillé à ce moment-là pour mettre en place les centres de compétences. En 2011, il y a toujours un retard, parce que le premier plan, c'était soi-disant 2004-2009, et le deuxième, il a commencé en 2011. Il y a toujours une espèce de vide, parce qu'il y a du retard pour mettre tout ça en place. Donc en 2011, le plan national maladies rares numéro 2, où lui s'est occupé justement de mettre en place une organisation supra-pathologie, si on peut dire supra-maladie, au-dessus, qui sont les filières de santé maladies rares, qu'on appelle FSMR, c'est toujours des sigles, c'est un peu embêtant, mais voilà, ce sont les filières de soins maladies rares ou filières de santé qui ont été labellisées la première fois en 2014. Je vous montrerai après toute l'histoire depuis. Et puis en 2018, c'est le plan national maladies rares 2003, où là on relabellise, mais on avait aussi, on relabellise, il y avait déjà eu une relabellisation, mais bon, peu importe. On relabellise les centres de référence en 2017 et en 2023. Et on met en place une autre structure qui est une structure à ce moment-là au niveau des CHU, au niveau des centres hospitalo-universitaires, pour faire en sorte que les CHU s'impliquent dans les maladies rares, en fait, s'impliquent, qu'il y ait vraiment une responsabilité au niveau des CHU. Alors, tous les CHU n'ont pas une plateforme, vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Il y a 19 plateformes maladies rares et 23 au total, puisqu'il y en a eu 4 en Outre-mer.
Voilà. Et aujourd'hui, en 2024, on est dans le plan numéro 4, qui a été communiqué partiellement aujourd'hui et qui va être communiqué totalement, on espère, très prochainement. Voilà, alors pour être un peu plus clair, parce que ça, ce sont des balises, hein, des moments d'histoire quand même pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un centre de référence maladies rares. En fait, qu'on soit centre de référence maladies rares ou centre de compétences maladies rares, c'est pareil, sauf qu'il y en a un, le centre de référence, c'est à une échelle soit nationale pour le centre qui coordonne, soit régionale pour le site constitutif ou supra-régional. Et le centre de compétences, c'est des missions qui sont les mêmes, mais qui sont au niveau plus local ou loco-régional. Donc c'est juste un problème de territoire. J'ai cassé le micro, là. Oh, j'ai mis un petit coup. Voilà. Alors, quelles sont ces missions? Elles n'ont pas changé depuis 2004. C'est des missions de recours, c'est-à-dire de soins. Là, ce sont bien sûr les centres de référence, les centres de compétences, différents types de recours, consultation, hôpital de jour, hôpital de semaine, hospitalisation classique, programme de TP. La recherche, on ne peut pas être centre de référence si on n'a pas une activité de recherche sur la maladie que l'on prend en charge, ou sur les maladies que l'on prend en charge. Donc, et ce sont des activités de recherche qui nécessite d'avoir eu un financement. Ça ne peut pas être que de la recherche avec un partenaire industriel pour un médicament. Ça doit être une recherche qu'on appelle académique. Donc soit des programmes hospitaliers de recherche clinique, soit des programmes régionaux de recherche clinique. Voilà, il faut que ce soit des ANR, hein, qui sont des financements donnés par l'Agence nationale française de recherche. Ensuite, on doit avoir une expertise. Une expertise, on peut le voir parce qu'on va écrire des articles, on va élaborer des guides de bonne pratique, les PNDS, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, des programmes nationaux de diagnostic et de soins qu'on nous a demandé. C'est une des fonctions de ces centres d'écrire, hein, tous ensemble. Et on doit, alors ça c'est obligatoire, je le dis parce qu'on vous embête probablement, hein, chaque fois que vous venez dans les hôpitaux, on doit renseigner BAMARA, c'est-à-dire à la banque maladies rares, hein, la banque de données maladies rares qui s'appelle BAMARA. Voilà, on doit le faire. Si on ne renseigne pas ça, on ne peut plus être labellisé. Vous voyez, donc on est tenu on a des devoirs, hein, pour être centre de référence ou centre de compétences. On a des missions d'enseignement et de formation. Et on a des missions de coordination. Alors, je voudrais juste vous dire que qu'est-ce qu'on fait par exemple? Bien sûr qu'on coordonne, on fait des réunions entre centres, on fait des journées des centres maladies rares, mais finalement ce qui nous occupe le plus au quotidien, c'est les RCP. Alors RCP, encore un mot que peut-être vous ne connaissez pas, qui est un sigle bien connu des professionnels de santé. Ça veut dire réunion de concertation multiprofessionnelle, hein, multidisciplinaire, multiprofessionnelle. Et donc ça a été mis en place pour le cancer, parce qu'il y a très longtemps, où on avait estimé que décider le meilleur traitement pour une personne qui présente un cancer devait être discuté ensemble. Donc ça a été les premières RCP, elles ont été mises en place en France pour des maladies en lien avec un cancer. Aujourd'hui, c'est vraiment très souvent, et nous on fait ça. Et on fait ça beaucoup, hein, depuis quelques années. On a des réunions de concertation pluridisciplinaire pour tous les professionnels de santé qui, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, prennent en charge des personnes qui ont un syndrome de Prader-Willi, adultes, enfants. Et on a aujourd'hui rajouté des petites couches puisqu'on discute des médicaments innovants, hein, des nouveaux médicaments, l'ocytocine que vous connaissez. Tous les bébés qui peuvent avoir un traitement par ocytocine, on les discute par RCP, donc ça en fait quand même beaucoup. Tous les nouveaux médicaments, les 7 mélanotides qui ne sont pas aujourd'hui pour le syndrome de Prader-Willi, mais pour les autres obésités de cause rare. Donc ça occupe beaucoup, ça mobilise tous ces soignants que vous voyez. Il y a à peu près, je dirais au moins une, mais maintenant ça doit être 2 RCP mensuels. Hein. Donc ça prend du temps, chaque RCP dure à peu près 1h30, 2 heures, et on discute entre 7 et 10 dossiers. Voilà, donc c'est une... Alors, en même temps, c'est très bien parce que c'est très pédagogique, ça crée du lien, et je pense que sur l'optimisation des soins, c'est important. Voilà, donc on va peut-être passer cette diapositive et aller un petit peu plus loin. Les filières de santé, quelles sont leurs missions? Évidemment, ça ne doit pas être les mêmes, hein, parce que si on est là pour... c'est toujours une vision de complémentarité. C'est pas toujours simple, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les filières de santé maladies rares, leur fonction, donc nous... En tant que centre Prador, je reviendrai sur la définition de Prador, on participe à la filière déficience. On aurait pu participer à la filière endo, c'est-à-dire endocrino, mais en 2014, avec le professeur Vincent Desportes de Lyon, qui coordonne, qui est animateur, comme il dit lui-même, de la filière déficience, on a préféré être ensemble parce qu'on s'est dit que
pour le syndrome de Prader-Willi et les autres obésités de cause rare, on se sentait mieux avec eux. C'est-à-dire ils étaient vraiment complémentaires dans ce qu'on connaissait dans les centres de référence. Donc c'est animer, coordonner les acteurs de la prise en charge sur le territoire. Ça a donc une vision un rôle de maillage professionnel. Améliorer la lisibilité de l'organisation de la prise en charge. Et ça, alors je croyais que je l'avais mis, pourquoi voilà. Ça nous aide beaucoup pour la formation. La filière, elle est responsable de la formation, elle est responsable de la communication, et la filière d'efficience, elle joue très très bien son rôle de ce point de vue, vraiment. Je ne les connais pas toutes, mais j'en connais d'autres qui sont beaucoup moins présents. Ils sont vraiment présents à nos côtés, et je les remercie aujourd'hui, puisque une partie de l'équipe est présente. Et puis, c'est améliorer la prise en charge. Comment? En aidant pour les PNDS, en aidant pour mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique des patients, et je vous l'ai dit, pour la communication et pour la recherche, dans la filière d'efficience. On organise des appels à projets pour financer des projets de recherche, alors que nous avons décidé ensemble, il y a quelques années, qu'ils soient intercentres. Voilà. Alors, la filière d'efficience, c'est vrai que j'aurais dû mettre une diapositive. Eh bien, c'est les centres qui y participent. Alors, si j'en oublie les gens qui sont dans la salle, j'ai toujours peur d'en oublier. Donc, je vais commencer impoliment par le centre Prador, le centre maladie rare à expression psychiatrique, les centres épilepsie rare, qui s'appelle le centre créé, le centre déficience, le centre cervelet, les maladies rares du cervelet, et depuis la dernière labellisation, le centre polyhandicap rare. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié, Jason. Top. J'ai toujours peur d'en oublier dans le... Voilà. Donc voilà tous ces centres et tous ces professionnels qui ont en commun les troubles du neurodéveloppement, puisque ce qui caractérise la filière d'efficience, c'est les maladies rares du neurodéveloppement. Voilà, je vais passer. Donc voilà pour la filière de santé et les plateformes d'expertise maladie rare. Alors j'ai mis 19 parce que c'est vrai que je n'ai pas mis, excusez-moi, c'est une vieille diapositive, les 4 plateformes qui sont en Outre-mer. C'est une erreur regrettable. Voilà, alors je ne vais pas trop détailler la plateforme parce que le professeur Pietrum va en parler, peut-être, expliquer ce que c'est. Ça a été mis en place progressivement. Rappelez-vous, c'est vraiment au niveau d'un CHU ou de plusieurs, comme ici, comme en Champagne-Ardenne. Et ça, alors, quel est leur rôle? Faire connaître au niveau du territoire et via les CHU. Moi, j'ai été, jusqu'au 1er septembre dernier, responsable de la plateforme d'expertise maladie rare du CHU de Toulouse. Et c'est vraiment un travail intéressant. Si on le fait bien, on fait ce maillage, on fait connaître et on s'entraide au niveau des différents centres de référence des CHU. Voilà. Et je vais, je pense, laisser la parole. Ah non, pardon, j'ai encore une histoire. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est l'histoire des poupées russes. Alors, parce qu'au départ, on était les centres de référence, c'est la deuxième poupée russe ici, vous voyez, ça a commencé par là. Et après, on s'est dit, il faut quand même en faire des plus petits, c'est-à-dire à l'échelle locale ou loco-régionale. Donc, en 2008, je vous l'ai dit, on a fait les centres de compétences. Après, avant la filière, il y a eu une idée de si on regroupait les centres par maladies qui se ressemblent. Donc on avait regroupé par exemple les maladies endocriniennes. C'était les maladies du développement cérébral. Voilà, on avait un peu cette idée. Puis on s'est dit, c'est pas suffisant, on va faire les filières. Ce qui est mieux, parce que les filières permettent d'être trans-maladies. Et donc pour nous, c'était vraiment intéressant. Et alors j'ai oublié un dernier quand même, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas très important pour vous, pour les soins. Mais il y a aussi les réseaux européens qui s'appellent les ERN, European Network, Rare Disorder Network. Voilà. Et nous participons en tant que centre de référence Prador au réseau européen ENDO, malheureusement parce qu'on n'avait pas notre place dans un autre réseau. Donc on s'est mis là-dedans, mais on y participe, on y est. Et alors tout ça, vous voyez les couleurs, chaque fois c'est relabellisé, c'est-à-dire qu'on a fait un travail de demande, de relabellisation, donc de reconnaissance, de financement, etc. Et donc on le fait régulièrement. Donc en 2004, nous on a eu la chance d'être renouvelés en 2009, parce qu'il n'y a eu qu'un tiers des centres français qui ont eu cette labellisation en 2009. Ensuite on a continué en 2017, vous le voyez là-bas, j'ai plus de pointeur je crois, si là. Voilà. Et puis dernièrement en 2023. Donc vous voyez, c'est un peu... Et les filières, elles sont aussi relabellisées régulièrement. Alors il y a la première fois en 2014, puis en 2019, et puis maintenant, cette année, ça devait être en 2024, et ça a été repoussé en 2025. Donc vous voyez, c'est sans arrêt, c'est une réorganisation qui est repensée, qui doit être redite, avec... oui, il faut avoir des arguments quand même pour être labellisé. Et alors, pour nous, pour le centre Prador, donc...
Prader-Willi et autres obésités de cause rare avec troubles du comportement alimentaire, c'est ça que veut dire Prador. On nous l'a demandé en 2017, mais nous l'avions nous-mêmes demandé en 2004, hein, donc c'est une juste restitution. En 2004, on nous a dit non, vous ne ferez que le syndrome de Prader-Willi. Et puis en 2017, on nous a dit non, il vaut mieux faire toutes les obésités de cause rare. Et donc depuis 2017, on s'appelle Prador. Et on écrit en toutes lettres Prader-Willi parce que sinon les personnes, on était inquiets qu'ils se perdent un peu en disant mais il n'y a plus du tout Prader-Willi. Donc voilà, on a voulu garder ce mot. Bon, pour plusieurs raisons dont on pourra parler tout à l'heure. Donc, en fait, on a eu les différents plans nutrition-santé, plans nationaux nutrition-santé, en haut, qui ont permis de structurer la prise en charge de l'obésité, et puis au niveau du territoire français, bien sûr, et puis dessous, il y avait tous ces plans maladies rares et l'histoire de Prador. C'est très important, parce que, alors je ne vais pas vous détailler tout ça, mais 2 points qui sont importants, c'est que grâce au plan obésité qui a été lancé entre 2010 et 2013, qui était entre autres piloté par Arnaud Badevant, qui connaît bien, hein, à la Pitié-Salpêtrière, qui a travaillé avec Christine Poitou, eh bien on a pu avoir le centre Occitan, qui est le SMR, hein, les soins médicaux et de réadaptation, Occitan, près de Toulouse, pour accueillir les enfants en séjour de répit, en séjour d'éducation, pour 1 ou plusieurs semaines. Donc c'est grâce à ce plan obésité qu'on a obtenu ça. Et le renouvellement dans la feuille de route obésité qui a été faite en 2022 aussi situe les patients avec une maladie rare et une obésité sévère dans cette politique de la feuille de route obésité. Donc c'est quand même important de voir qu'il y a les deux. Il y a eu l'histoire a fait dérouler tout ça ensemble, et ça je pense que c'est aussi important. Si vous avez des questions, on y reviendra. Et voilà, je pense, là, ça passe plus, si, mince, là. Donc en septembre 2023, nous avons eu le retour tardif pour tout un tas de raisons de la labellisation. Eh bien aujourd'hui, pour le centre Prador, il y a 5 centres de référence, 2 qui sont mixtes à Toulouse, où on est toujours le centre coordonnateur, à Bordeaux, professeur Blandine Gata-Chérifi pour les adultes, professeur Pascal Barra pour les enfants. Il y a 2 centres pédiatriques, il y a un centre pédiatrique nouveau, l'hôpital Trousseau, mais qui travaille en lien avec le professeur Béatrice Duberne, avec notre centre qui est avec nous depuis le début, le centre de Necker, avec le docteur Gradiela Pinto dans le service du professeur Michel Poulac. Et puis les centres de référence adultes, la Pitié-Salpêtrière, le professeur Christine Poitou-Bernet que vous connaissez, il nous manque que le R là, j'ai pas fait attention, pardon. Et puis l'hôpital Marin d'Andaille qui sont nos partenaires depuis le début. Donc on a eu 2 centres de référence supplémentaires, un à Bordeaux, mixte, et un à Paris pour nous aider sur le plan du suivi des enfants. On avait demandé le centre de Lyon qui ne nous a pas été accordé. On espère que ça sera pour la prochaine labellisation. Et 18 centres de compétences qui sont lestés ici, dans le centre de Reims dont on va parler. Et je crois que je vais laisser la parole. Alors vous voyez, il y a toujours le trou dans la raquette, comme on dit, au milieu. Alors pourquoi on a ce trou dans la raquette? Parce que les demandes ne peuvent pas être... alors on va y retravailler quand même, mais il faut avoir un minimum de patients suivis. Et dans les hôpitaux du centre, ils n'ont pas assez en termes de nombre. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça, c'est la règle. Mais je pense qu'avec l'augmentation des connaissances sur les autres obésités de cause rare, on devrait pouvoir avoir des centres qui seront labellisés la prochaine fois. La prochaine fois, c'est 2028 quand même, hein, donc il va falloir du temps. Voilà, je vais laisser la parole au professeur Pietrement. Décidément, je ne suis pas bien réveillée, non, je voulais vous dire à quoi ça sert cette organisation. Il faut s'appuyer sur l'existant. S'appuyer sur l'existant, c'est-à-dire que quand il y a... Alors on a mis la pédiatrie, mais c'est aussi pour les adultes. Hein. Quand on a une personne qui a un syndrome de Prader-Willi, d'abord il faut énormément de spécialistes quand même autour qui peuvent appuyer le centre de référence ou le centre de compétences. Il faut s'appuyer aussi, alors CSO, CIO, je ne vous les ai pas dit, mais ce sont les centres spécialisés obésité. Il y en a dans tous les CHU. Donc, quand on est centre de référence ou centre de compétences, on peut s'appuyer sur les équipes, qui sont souvent des équipes endocrino, diabéto, nutrition, qu'elles soient pédiatriques ou adultes. Donc, il faut travailler avec eux. En pédiatrie, c'est souvent les mêmes. Chez les adultes, c'est pas pareil. On a les mêmes qui s'occupent du syndrome de Prader-Willi et qui s'occupent des obésités. Pour les adultes, c'est un peu différent.
Il faut s'appuyer sur les centres de compétences et les centres de référence de la filière déficience. Hein, c'est pour ça qu'on est avec eux. Les centres de référence ou de compétences maladies rares, déficience intellectuelle, épilepsie c'est moins, mais surtout déficience intellectuelle. Et puis il faut s'appuyer sur les équipes relais handicap rares qui sont en bas, ici, au-dessus de la HAS, qui ont été mises en place il y a plusieurs années et qui sont très utiles pour faire ce lien sur le maillage territorial. Voilà. Et puis, bien sûr, quand tout ça, c'était une présentation que j'avais faite pour les professionnels, il faut s'appuyer, bien sûr, sur les maisons départementales du handicap, sur les établissements médico-sociaux et sur les ARS. Hein. On travaille tous ensemble. Hein. Donc, on utilise l'existant, ça demande du temps, ça demande des connaissances, ça demande de la construction pour optimiser les soins. Là, je crois que je vais vraiment lui laisser la parole depuis que je le dis. Bonjour à tous. Donc moi je suis Christine Pietremont. Je suis pédiatre au CHU de Reims, mais je ne suis pas du tout spécialiste du Prader-Willi. Je m'occupe de maladies rares, mais d'autres maladies rares que le Prader-Willi et les obésités rares. Et donc je suis là en tant que responsable de PARC, qui est la plateforme d'expertise maladies rares du CHU de Reims. Donc voilà, PARC, c'est Plateforme Affections Rares Champagne-Ardenne. Et nous appartenons à la plateforme d'expertise maladies rares Grand Est. Donc, comme Madame Taubert vous l'a expliqué, il y a l'organisation des maladies rares en France. Elle se fait par groupe de maladies, par maladie ou par groupe de maladies, avec les centres de compétences qui sont au plus près des patients, qui sont les plus nombreux, qui sont chapeautés par les centres de référence. Les centres de référence, il y a quand même une grosse différence entre les centres de compétences et qui reçoivent un financement. Ils sont financés notamment pour la recherche. Ils ont donc du personnel dédié pour ils ont plus de temps pour écrire des documents de référence et donc faire de la recherche. Ils voient également des patients. Et puis au-dessus, vous avez donc les filières de santé qui, elles, vont regrouper donc ces centres de compétences et de référence qui sont sur des maladies particulières ou des groupes de maladies qui se ressemblent. Et puis, donc la dernière couche qui a été réalisée, créée, ce sont donc les plateformes. Et les plateformes, elles sont trans-groupes de maladies. Hein. Elles ont une autre organisation. Et l'idée, c'est de regrouper dans là en l'occurrence, essentiellement au niveau des CHU, les centres de référence et de compétences locaux, pour se faire connaître auprès des médecins traitants, de tous les soignants qui sont amenés à prendre des patients ayant une maladie rare sur le territoire. Donc il y a l'idée de communiquer, de faire des actions pour se mettre en évidence, pour notamment lutter contre l'errance diagnostique, afin qu'il y ait tous les centres qui soient bien mis en évidence, pour que des médecins qui connaissent moins bien les maladies rares se disent « Ah ben, j'ai vu qu'il y avait ce centre-là à tel endroit, et bien peut-être que mon patient, finalement, il a peut-être une maladie rare et je vais aller l'adresser dans ce centre en particulier. » Et on met donc des moyens en commun, on est en lien avec les équipes relais handi-rares, on essaye de faire des actions de communication groupées au niveau donc de la plateforme Grand Est, qui est donc, elle, est financée. Les plateformes reçoivent des financements, qui a permis de créer, par exemple pour nous, à Reims, une personne qui s'occupe de colliger tous les patients, puisque comme Madame Taubert également vous l'a dit, tous les patients qui ont une maladie rare en France, ils sont anonymement rentrés dans une base de données qui s'appelle Bamara. À partir de cette base de données, justement, on peut faire des recherches, on peut repérer tous les patients pour savoir comment le diagnostic a été fait, quels médicaments ils reçoivent, quelle est l'évolution. Donc c'est une base de données riche pour ensuite faire de la recherche. Et donc tous les centres qui reçoivent des patients maladies rares, ils sont obligés d'entrer anonymement le patient dans cette base de données. Ça demande beaucoup de temps. Et donc par exemple, nous, avec PARC, l'argent qu'on a reçu par la création de la plateforme, on emploie quelqu'un au CHU de Reims qui fait justement l'entrée de ces données dans Bamara. Nancy a par exemple un chef de projet qui sert à la communication et qui sert à organiser des journées auxquelles Reims est associé. Voilà, il va y avoir de nouveaux financements, enfin les choses évoluent puisque c'est donc les structures les plus récemment créées.
La prochaine, je pense que j'en ai une autre. Je ne sais pas très bien vers où il faut se diriger. Vers là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est au CHU de Reims? Donc, on a 3 centres de référence maladies rares, hein, donc, sur différentes pathologies, 2 centres de ressources et de compétences maladies rares, et puis 44 centres de compétences maladies rares, dont le centre Prader-Willi, donc avec le docteur Lourdel qui le coordonne. On a une file active qui était en 2022 supérieure à 6 000 personnes, et actuellement, on est plutôt autour de 8 000 personnes ayant une maladie rare, suivie au CHU de Reims dans l'un de ces centres. La prochaine diapositive, je pense que j'en faire une autre. Et donc, à Reims, donc on a la filière de santé déficience qui est représentée par ces centres-là. Alors, vous voyez, on a dans déficience, Madame Taubert tout à l'heure vous a cité tous les centres de référence qui peuvent appartenir à la filière de santé déficience. Nous, on a tous les centres de référence tous ces centres de référence-là ne sont pas représentés encore au CHU de Reims. On a le centre de Prader-Willi et obésité rare, épilepsie rare, malformation congénitale du cervelet et puis déficience intellectuelle de cause rare. Mais par exemple, il y a les troubles psychiatriques d'origine rare qui ne sont pas représentés. Alors c'est pas parce que, et comme le trou dans la raquette l'indiquait sur la carte de France, quand il n'y a pas de centre, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malades, hein, certainement pas. Il y a des malades, parfois pas en nombre suffisant, effectivement, pour avoir créé un centre. Il faut au moins avoir 25 patients pour avoir un centre de compétences, pour pouvoir demander un centre de compétences. Mais parfois, c'est un manque de temps de la part des médecins, parce que demander une labellisation, ça veut dire faire un dossier, ça veut dire organiser une équipe. Et parfois, il y a un manque de temps qui fait que on ne va pas faire le dossier de labellisation, alors que peut-être on a les 25 ou 30 patients qui suffiraient pour être labellisés. Donc il y a un problème de moyens aussi, parce que voilà, pas avoir de temps, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas assez nombreux, qu'il faudrait plus de postes. Donc on en revient, comme souvent, à des problèmes financiers qui font que peut-être on n'a pas de centre alors qu'on pourrait en avoir un. Voilà, je pense que c'était ma dernière diapositive. Et qu'après, ça va être le docteur Lourdel qui va vous parler plus spécifiquement du centre de compétences rémois. Voilà. Donc bonjour. Donc du coup, moi je suis pédiatre au CHU de Reims. Donc l'idée en effet, c'est que maintenant on est relabellisé centre de compétences depuis 2023. Effectivement, comme ça a été dit, il y avait eu la perte de labellisation juste à cause des histoires de nombre de patients, de files actives, et puis il n'y avait pas les obésités rares qui étaient associées, donc du coup on n'avait pas forcément assez de patients. Et donc, comme l'a dit à juste titre le professeur Taubert, en pédiatrie on a souvent cette double casquette où on prend en soin les obésités communes, donc je fais partie du CSO Champagne-Ardenne, mais aussi du coup les obésités génétiques et syndromiques via Prador. Et donc l'idée, c'est en effet, donc, vous avez bien compris ce maillage, filière, plateforme, filière, centre de référence et centre de compétences. Et donc le centre de compétences, c'est l'échelon très local. Et donc l'idée, c'est d'avoir toujours ce partage aussi de connaissances, puisqu'on est dans des maladies rares où la recherche, elle avance, mais elle avance moins que sur certaines maladies où il y a plus d'intérêt pour financer pour certains labos. Donc vous le savez, l'idée c'est qu'on partage les choses et qu'on partage les connaissances, et donc il y a des articulations et des liens qui se font. Donc on a une bonne articulation avec les centres de référence et les centres de compétences via la coordination, les protocoles, les protocoles de soins, les guidelines, les référentiels. Il y a un relais donc, de proximité, comme on l'a dit, hein, les CCMR, c'est surtout le suivi régulier, la prise en charge plus accessible que 3-4 centres en France. Et puis il y a un échange d'expertise, puisque on a toujours ce lien où quand on a des situations complexes dans la complexité, on peut se tourner vers les centres de référence pour avoir des avis un peu plus spécialisés et des partages de connaissances. Et puis on a ces RCP où on discute effectivement, on met en route des traitements novateurs, et aussi où on discute de dossiers qui peuvent nous paraître un peu plus compliqués.
Et puis l'impact du coup pour le patient, et pour vous et pour les familles, c'est de faciliter l'accès aux soins spécialisés tout en gardant quand même une attache de proximité. C'est quand même, on sait que quand on a un suivi de proximité, c'est plus facile l'accès aux soins. D'améliorer la prise en charge globale parce qu'on a une coopération fluide entre le centre de compétences et le centre de référence national. Donc à Reims, on a une offre de soins, effectivement, vu qu'on a été labellisé, c'est qu'on peut prendre en charge les patients, organiser cette prise en soins. Donc on a des consultations, des hôpitaux de jour, des hospitalisations traditionnelles, les polysomnographies. Donc pour le côté pédiatrique, je parle. On a une équipe spécialisée, on est plusieurs endocrinopédiatres, il y a une pneumopédiatre aussi qui s'occupe de nos polysomnographies, on a des diététiciens, là on a tout juste recruté une psychologue il y a une semaine, donc on va essayer de mettre, et qui va se former justement aux obésités génétiques. On a une infirmière qui est en train de se former effectivement, qui va faire le DU cette année, qui a été accepté la semaine dernière, donc on avance un petit peu. Et puis par contre on a bien sûr des défis, parce que tout est loin d'être parfait, et on a la transition, vous le savez pour ceux qui sont suivis et qui ici, on a la transition vers l'adulte, vers le secteur adulte à construire, et donc on a plein de gens de bonne volonté dans la filière adulte pour avoir un avenir prometteur là-dessus, et donc avoir un relais qui va bien s'établir. Souvent le relais, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est vrai qu'en pédiatrie, on est souvent des plus petites équipes où on se connaît un petit peu plus tous, même entre spécialistes, entre hyper spécialistes, donc les endocrinos, les pneumos, les pédoxies, etc. Chez les adultes, c'est quand même un monde un peu différent, où, vous le savez bien, où les gens, c'est des plus grosses structures, donc il y a forcément un peu moins de liens, et donc des fois les choses sont un peu plus difficiles à mettre en place, mais on a bon espoir que ça se passe bien. Voilà, je pense que c'est fini. Ça a été le retour. Merci. Voilà, donc on peut échanger ensemble. On a un petit peu, je crois qu'on a un auditoire très divers. Donc voilà, on peut prendre vos questions, vos remarques, vos suggestions. Agnès, c'est bon, c'était une pro. Là, j'ai peut-être la salle. N'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour, je suis Madame Costa, je suis la maman d'un jeune du syndrome qui a 16 ans. Et je vous remercie pour toutes ces explications et en fait le visuel sur le territoire et sur l'organisation. Je viens de Corse et j'ai pas vu apparaître la Corse. Petite remarque. Voilà. Donc on pourra peut-être échanger aussi à part. J'ai déménagé depuis peu, mais effectivement c'est pas simple. Comment vous souhaitez procéder? On prend par groupe de questions ou... On peut peut-être répondre au fur et à mesure. C'est vrai qu'en Corse, vous avez raison, il n'y a pas de centre il n'y a pas de CHU. C'est ça, hein? Il n'y a pas de centre de compétences. Le centre Ador. En fait, il n'y a pas de centre universitaire. Il y avait des médecins, il y avait des référents pédiatriques qui sont partis. Et voilà, donc on a eu des référents, en effet, et c'est vrai que c'est à construire. Bonjour, je rebondis parce que je suis Mélina Bayeux, référente de parcours pour l'équipe Le Handicap Rare de Haute-Corse. Effectivement, quand je vois la ligne outre-mer, je me dis mais on pourrait complètement adhérer parce qu'on est aussi en grande difficulté sur à la fois le diagnostic et le parcours de soins qui est extrêmement compliqué. Les distances, c'est pas les DOM, mais c'est vraiment pour certaines situations extrêmement compliqué d'arriver à déplacer les personnes et on a des situations où on n'arrive même pas à avoir un parcours de soins optimal. Nous, on a reçu plusieurs personnes de Corse. Je ne sais pas si ça continue, Guénaël, mais
Et c'est vrai que, voilà, ce que j'allais dire, que depuis quelque temps, on est moins sollicité. Donc, peut-être que c'est un travail à faire, en effet. Oui, bonjour. Moi j'ai une question parce qu'on parle dans le Prador de Prader-Willi et les autres obésités syndromiques. Et je me questionnais sur autres obésités syndromiques, qu'est-ce qui les caractérise, est-ce qu'elles ont des noms? Et je donne juste le contexte. Je me pose la question depuis peu, parce que dans la classe de Colin, donc qui a 10 ans, qui est en Ulysse, il y a une petite fille, je la vois, et elle n'a pas de diagnostic dans sa classe, et pour moi, elle a le syndrome de Prader-Willi. Donc je vais pas lui dire elle a ça à sa maman, mais du coup, je me suis posé la question suite à ça. Et du coup, évidemment, elle est obèse vu qu'elle n'a pas de diagnostic. Oui, alors, ce sont des obésités, ces obésités de cause rare. On va dire que plus de la moitié d'entre elles sont ce qu'on appelait avant syndromiques, mais aujourd'hui on préfère dire avec un trouble du neurodéveloppement. Donc qui ressemblent au syndrome de Prader-Willi, mais qui n'ont pas toutes les caractéristiques, hein, donc il y a un petit chevauchement. Et puis il y a ce qu'on appelle des obésités monogéniques non syndromiques, parce qu'on peut avoir des monogénies sans qu'un seul gène, mais voilà, non syndromiques. Et il y a toutes les mutations que Christine Poitou connaît très bien, qu'on connaît tous maintenant au fur et à mesure, bien sûr. Ce sont des mutations qui sont impliquées dans des gènes qui contrôlent la faim et la satiété. Hein. Toutes ces voies qu'on appelle leptine-mélanocortine, c'est un peu pour ceux qui connaissent. Hein. Donc on sait pourquoi, dans ce genre d'obésité qui démarrent très tôt, qui peuvent être très sévères, qui peuvent s'accompagner de troubles du comportement, donc du neurodéveloppement. Mais en effet, cette petite fille, parce que parfois, depuis le début, on les voit, ces enfants, hein, je parle pour la pédiatrie, parce que quand on s'occupe du syndrome de Prader-Willi, ben, on reçoit des enfants dont on nous demande est-ce que cet enfant a le syndrome de Prader-Willi. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'équipe de Lyon, mais il y a aussi l'équipe de Paris, l'équipe de Lille, l'équipe de Bordeaux maintenant, qui a développé des examens génétiques assez poussés pour essayer de faire un diagnostic de toutes ces situations. On a les moyens de faire un diagnostic génétique de toutes ces situations, mais on avance. Tu veux rajouter quelque chose, Christine? Juste pour rajouter compléter ce que disait le professeur Taubert, en fait, on a écrit dans le centre de référence Prador, qui est-ce qui a posé la question? Voilà. Un programme national de diagnostic et de soins, on en parle pour il y a un programme PNDS pour le syndrome de Prader-Willi, mais on a écrit un programme plus générique sur toutes ces obésités de cause rare, et on y décrit effectivement toutes ces formes. On sait à peu près, à l'heure actuelle des connaissances, qu'on a environ 70 syndromes ou gènes, hein, pour les formes monogéniques, qui entraînent des problèmes de poids très précoces, des problèmes avec le comportement alimentaire et assez souvent un truc du neurodéveloppement associé. Et donc, comme le disait le professeur Taubert, nous, le centre de référence Prador, on s'occupe aussi hein, de ces obésités, à la fois dans le diagnostic, parce qu'il y a souvent des impasses diagnostiques, hein, mais maintenant avec toutes les technologies qui arrivent, le génome, etc., on arrive à faire de plus en plus de diagnostics. L'idée, c'est aussi de faire des diagnostics précocement dans l'enfance, parce qu'avec toute la prise en charge, on sait aussi que voilà, on peut améliorer et éviter l'aggravation hein, des problèmes de poids, notamment, mais pas que. Et donc, c'est vraiment important de faire des diagnostics précoces. Donc, pour cette petite fille de 10 ans, je pense que oui, il est quand même important qu'elle puisse être intégrée dans le parcours de soins. Donc voilà, là où vous êtes, peut-être déjà avec le médecin traitant, le PNDS, on a fait une version pour le médecin traitant très courte. On aura le stand cet après-midi dans le centre de référence Prador de la Pitié. Moi, je l'ai amené, le PNDS générique, donc si vous voulez, je peux vous le donner. Et puis voilà, après, c'est prendre contact avec le centre de référence Prador qui pourra aiguiller la famille sur le centre de compétences le plus proche. Voilà. Mais peut-être que cette petite fille, elle avait un diagnostic. Justement, le TMD et il y a de l'obésité. Et moi, quand je la vois, je prends plusieurs fois, même en dehors de l'école, pour moi, elle pose des cas du Prader-Willi, mais vu que je ne connais pas du tout. Mais en tous les cas, vous habitez à Reims? Non, Fontainebleau, donc on dépend de Paris.
Se rapprocher des parents et effectivement, s'ils n'ont pas de diagnostic, leur dire peut-être qu'il pourrait y avoir un diagnostic de fait et s'orienter vers un centre de compétences ou de référence à proximité. C'est toute la difficulté d'aller consulter. Là, en l'occurrence, souvent, c'est des enfants en situation d'obésité, ce qui n'est pas forcément un symptôme précoce comme dans un enfant de prader-Willi. Et donc, à la fois accompagner la prise en charge et essayer d'approcher le diagnostic. Et parfois, quand il n'y a pas de diagnostic, les parents ne reviennent pas, ne souhaitent pas être suivis, parce que les médecins sont dans la capacité d'expliquer ce qu'a leur enfant. Moi, je voudrais rajouter simplement une petite chose. On parle beaucoup du PNDS, donc le Plan national de diagnostic et de soins. Il se trouve sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et ça, c'est très important parce que quand vous faites des dossiers MDPH et quand vous avez des difficultés pour faire comprendre ce qu'est le syndrome de Prader-Willi, et entre autres, quand il y a des problèmes de taux d'invalidité et tout, joignez le PNDS à votre dossier, hein, ou signalez que le PNDS existe, hein, pour que le médecin de la MDPH puisse le voir, parce que les MDPH, souvent, le syndrome de Prader-Willi, ils ne connaissent pas. Et nous, on a vu au niveau de l'association que quand on fait des petits courriers, et surtout quand on donne les PNDS, tout d'un coup, tiens, les personnes compétentes comprennent, et du coup, ça passe beaucoup mieux, et vous obtenez beaucoup plus facilement ce dont vous pouvez voir. C'est une très bonne remarque, parce que j'avais dû le faire d'ailleurs en motivation, parce que l'ALD avait été refusé pour un Prader. Et donc j'avais joint au médecin de la Sécu les 60 pages du PNDS. Oui, mais il y a la version simplifiée qui est vraiment très... Oui, la version complète. Même vous pouvez la comprendre, la version simplifiée. Donc, c'est vrai que je pense que les médecins de la MDPH ne diront pas non pavé. Mais la version simplifiée, elle est largement suffisante et elle permet de comprendre cette chose. Oui, alors une question probablement plus pour le docteur Moore, parce que je pense qu'on est un certain nombre dans la salle à bénéficier des séjours qui font le plus grand bien pour, je dirais, remettre, pas les compteurs à zéro, mais enfin aider. Et vraiment, je vous en remercie. Je sais que c'est victime de son succès. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a d'autres places envisagées? Comment vous voyez l'avenir compte tenu des résultats obtenus? Merci. Merci de me faire confiance aussi. Et puis, on est ravis de pouvoir participer à tout ça. On reçoit des patients de Corse aussi, hein, donc c'est important de le dire. On a plusieurs patients qui sont suivis. Effectivement, c'est parfois pas toujours facile dans le parcours de soins, là-bas, localement, sur les établissements sociaux, etc. Donc ça c'est vrai aussi, mais on essaie d'être là aussi. Sur le nombre de places, donc on a déjà beaucoup augmenté. Moi, quand je suis arrivé plus de 10 ans, on était à 22, on est à 42 maintenant. Dédiés, et l'objectif c'est de continuer à augmenter, hein, puisqu'on bénéficie sur l'hôpital potentiellement de lits supplémentaires, donc à l'horizon de peut-être 5 ans, de pouvoir augmenter encore les capacités. Voilà. On en parlera plus cet après-midi après sur le projet, mais donc, effectivement, voilà. On est conscient que quand quelqu'un vient chez nous, après il revient, donc les délais, notamment pour le premier séjour, sont malheureusement un peu longs, mais on accueille 4 nouveaux jeunes, nouveaux patients tous les mois. Donc on essaie quand même de faire intégrer au fur et à mesure, mais la demande est encore un peu plus importante que ce qu'on peut offrir, mais voilà, on essaie. Je vais reprendre la parole pour les parents de jeunes enfants. Donc, Andaille, c'est un service de soins et de réadaptation pour les adultes. Il en existe également un à côté de Toulouse, Paul Yotin, pour les enfants de... je ne sais pas exactement l'âge, je crois que c'est... Combien? Donc 6 ans, 18 ans. Voilà. On a 2 questions ici. Je propose que ce soit les dernières, malheureusement, on n'a pas du temps à respecter, mais vous pourrez retrouver tous les professionnels qui sont autour de cette table de 16h à 17h30 pendant le forum. Super. Bonjour, Audrey, je suis du secteur de Nancy, maman d'une
jeune fille de 15 ans atteinte par le syndrome de Prader-Willi. Je m'interroge sur la façon dont sont mis en place concrètement les échanges entre les centres de compétences et les différentes plateformes et filières. Je souhaitais savoir s'il y avait des réunions organisées régulièrement avec les médecins des centres de compétences pour les informer de l'avancée de la recherche, des différents dispositifs, ou si simplement les médecins consultaient les centres de référence ou les plateformes quand ils avaient des questions particulières. C'était juste pour illustrer, il y a quelques années, j'avais vu donc, sur les réseaux sociaux, j'avais entendu parler du centre d'Autun, et donc je m'étais adressée au généticien pour que ma fille puisse bénéficier d'un séjour, et vraisemblablement, elle ne connaissait pas. Donc ça m'avait un petit peu interpellée, bon, entre-temps l'info est passée, mais voilà, c'était savoir concrètement comment les échanges ont lieu. Je réponds, mais vous compléterez. Oui, alors, on a des RCP, effectivement, si ça fait quelques années, les RCP, on les a mis en place en 2020. Donc, ça, c'est vraiment des échanges réguliers où tout le monde peut participer. Et on en a aujourd'hui à peu près 2 par mois. Donc, c'est quand même souvent. Ensuite, on est souvent contacté quand même par les centres. On a 2 newsletters annuels, une en début d'année et une en milieu d'année, ou en fin d'année, milieu d'année. On a notre site qui est mis à jour régulièrement. Ça aussi, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on n'est pas financé pour ça, mais il faut le faire. C'est vrai que la communication, c'est toujours difficile. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui ne sait pas parce que voilà, c'est difficile. Mais on a quand même aujourd'hui beaucoup de facilité, beaucoup plus qu'avant sur. Et le centre Occitan, puisqu'il s'appelle Occitan, c'est un petit jeu de mots, celui qui est à côté de Toulouse, il est là depuis 2016. Donc il n'est pas si vieux que ça non plus. Et vous avez raison, hein, c'est difficile. Oui, toute petite question. J'ai pas compris si les centres de compétences sont aussi Prador ou juste Prader-Willi. Prador aussi. Ce que j'aurais pu vous dire, c'est que dans la labellisation, on est ensemble. Ce n'est pas les centres de référence d'un côté, les centres de compétences de l'autre. Le centre coordonnateur qui porte toute cette labellisation, il va envoyer en même temps, d'ailleurs via la filière déficience, puisque la filière c'est toujours l'intermédiaire aujourd'hui, va envoyer les dossiers de chaque centre, donc des centres de référence, mais aussi des centres de compétences. Et pour les labellisations, la dernière, comme les précédentes, on a discuté avec les médecins. De temps en temps, c'est vrai, j'aurais dû dire, c'est pas uniquement le nombre de patients qui est insuffisant, c'est qu'on n'a pas de médecins qui se sentent en capacité de porter le centre. Parce que chaque centre est au nom d'un médecin. J'en profite pour dire que depuis le 1er septembre, étant donné que j'ai fait valoir mes droits à la retraite, c'est le docteur Dienne qui coordonne le centre Prador. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur comment on se met en lien entre les médecins du centre de compétences. Et c'est aussi une des questions de chacun aussi. Et donc l'objectif justement d'animer la filière et ce centre, c'est de nous aussi de remobiliser quand on a des informations de parents, d'autres professionnels pour redonner l'information. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mails, d'échanges. Et c'est vrai que de rencontrer des médecins de centre de compétences très dynamiques, et pour nous, voilà, c'est aussi, ça nous redonne l'énergie de se dire qu'il y a des médecins de centre de compétences très mobilisés. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, voilà. Donc j'espère que l'ensemble des territoires va dans ce sens. C'est pas facile pour eux en termes de temps, parce qu'ils doivent s'occuper, et comme vous avez pu le dire, il n'y a pas de financement. Et donc voilà, c'est aussi beaucoup pour aussi un manque de temps. Donc c'est aussi à vous en tant que parents à nous solliciter en tant que centre de référence pour qu'on puisse aller vers eux, pour pouvoir le faire facilement, pour qu'il n'y ait pas de choses contre-productives. Parce que c'est vrai, par exemple, nous avons fêté les 20 ans du centre de référence Prador à Hendaye en septembre. On avait invité tous les centres de compétences et on a pu en avoir avec nous peut-être 2-3 en présentiel. Donc vous voyez, c'est compliqué pour eux de venir sur 2 jours. C'est pas que l'envie manque, mais il y a beaucoup de maladies rares et du travail. Donc voilà, donc c'est aussi à nous et à vous d'aller vers eux si vous sentez que c'est difficile. Juste une dernière question. Bonjour, Caroline, je suis maman de jumeaux qui ont le syndrome. Le suivi médical, comment ça se passe à partir du moment où ils quittent la pédiatrie et ils arrivent à l'âge adulte?
il y a un on-off, il y a quel genre de transition on a, parce que je vais bientôt concerner. Alors, vous avez... J'ai envie de dire que c'est très centre dépendant en fait. Je pense qu'il y a des centres qui sont beaucoup plus avancés sur les transitions bien mises en place, avec, si on peut s'inspirer de choses qu'on fait dans d'autres maladies moins rares, comme le diabète, où il y a une rencontre d'équipe enfants, enfin pédia, adultes, etc. Donc je ne sais pas dans quel centre à Paris. Voilà, donc c'est vrai que les centres qui sont là depuis longtemps, et donc les styles constitutifs, donc à Paris, hein, c'est organisé avec des réunions communes, pas forcément des médecins ensemble, mais en tout cas des réunions communes pour préparer la transition. Nous, par exemple, sur Toulouse, le médecin vient sur place et on se donne au moins 2 fois de se rencontrer ensemble. On voit bien que d'avoir un soignant, et en l'occurrence notre psychiatre qui s'occupe des adolescents, Grégoire Bienvenu, qui travaille sur les ados, adultes, aide à cette transition. Et on a commencé à faire aussi des réunions avec la transition SMR Occitan en DAI et des patients qu'on suit. Voilà. Et là, c'est sans les enfants. Mais les enfants font en visio des transitions pour connaître l'équipe d'Andaï. Voilà, donc ça depuis 1 an, ça fonctionne aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est encore des balbutiements, des choses à améliorer, mais je crois que voilà, on a envie que ça se passe mieux. Il faut prendre du temps parce que c'est difficile, plus pour les parents de partir de la pédiatrie que les enfants. Si je peux ajouter un petit mot, et comme le disait le docteur Mandel, c'est effectivement très centre dépendant. Hein. La géographie aussi, si vous avez le centre adulte qui est touche-touche au centre pédiatrique, ça en général on se connaît plus, c'est plus facile que si géographiquement c'est plus éloigné, dans des villes à côté, ou même dans la ville, mais à un autre endroit, il y a des choses comme ça. Et puis on sait que c'est quelque chose à travailler dans la maladie chronique en général et dans la maladie rare chronique également. Et par exemple, la RAS Grand Est, là, on vient de répondre à un appel à projet où on a eu un peu de financement pour dédier du personnel pour organiser cette phase de transition. Donc on va aller vers l'amélioration il y a énormément de patients, enfants qui sont concernés par le passage chez les adultes. Non, juste pour rajouter, parce que tout a été vraiment dit, ce qui est aussi important dans le cadre du syndrome, mais je dirais dans les obésités de cause rare avec troubles du neurodéveloppement, c'est d'avoir la transition médicale, c'est-à-dire endocrinologique, nutritionnelle, mais aussi psychiatrique. Voilà. Et donc nous, c'est vrai qu'à Paris, on a aussi un dispositif de coordination de la transition. On parle beaucoup de coordination, mais là, c'est plus la coordination du parcours de soins. C'est-à-dire qu'un pédiatre et un pédopsychiatre doivent pouvoir faire la transition dans les meilleures conditions vers des médecins adultes, en fait. Mais ça se prépare, et en général, quand c'est bien préparé par l'équipe de pédiatrie, ah, mais ça, oui, il faut voir avec votre pédiatre, mais on en parle 2-3 ans avant, voilà, pour commencer à dire qu'il y aura des changements. Mais voilà. Nous, entre nous, c'est assez fluide, hein, voilà, on fait des RCP, encore une RCP. Sachant qu'on n'a pas de cut-off, 18 ans et un jour, il passe en adulte. Hein. Souvent en pédiatrie, on a tendance à, vu qu'il y a un lien qui s'est formé, à les garder bien au-delà des 18 ans. Ils sont très là. Moi, je suis juste pédiatre du coup adulte au CRMR Sainte-Anne. Généralement, pour Paris, ce qu'on fait, c'est qu'on a une transition enfant-adulte déjà avec le CRMR Prador du professeur Poitou, et on a Angèle Consoli, je ne sais pas celle qui vous suit, mais en fait qui nous adresse des courriers en amont pour nous dire je vais t'adresser tel patient, transition, etc. Et du coup, après, on prend contact avec vous. Mais ça se fait de façon très fluide et puis progressivement. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Effectivement, vous avez une qualité commune, tous les professionnels et les familles d'ailleurs aussi, qu'on a réunis aujourd'hui, c'est que vous faites pour le mieux avec les moyens qui sont les vôtres. Et pour ça, on vous en remercie. Merci beaucoup. Je vous invite à reprendre place.